Nous assistons actuellement à la construction d'un super-État européen. La Commission européenne, avec l'Allemagne et la France, tente de transformer l'Union européenne en un super-État. Elle le fait par le biais de l'extension des compétences et de la gouvernance économique. Ainsi, tous ceux qui s'opposent à la construction du super-État sont attaqués par la Commission européenne en utilisant tous les outils disponibles. Et ceux qui acceptent la construction du super-État sont considérés comme les bons. Bonjour à tous, ici Pascal des études de neutralité. Et aujourd'hui, je parle avec Artur Siekanovic. Artur est journaliste, expert en affaires internationales et ancien reporter pour l'agence de presse polonaise PEAP à Berlin et Bruxelles. Il écrit également pour le European Conservative et le groupe de réflexion MCC basé à Bruxelles. Il a récemment rédigé un rapport perspicace intitulé « Le manuel anti-démocratie de Donald Tusk. Comment capturer un État et démanteler l'État de droit et ne pas être poursuivi par la Commission européenne. » Aujourd'hui, nous voulons parler de la Pologne et de la manière dont un chouchou de l'establishment de l'UPMN, Donald Tusk, est en train de démanteler la démocratie. Artur, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravi d'avoir l'opportunité de participer à Neutrality Studies. Et je suis très heureux que vous ayez dit oui, parce que vous avez écrit ce rapport. Ce n'est pas juste un article, c'est un rapport complet, de 40 à 50 pages, où vous avez passé en revue les différentes étapes que Donald Tusk a prises. Et juste pour nous rappeler à tous, pourriez-vous nous redonner la chronologie? Parce que, pendant un bon moment, il y avait le parti PiS, sous la direction de Kaczynski. Et puis je pense que Donald Tusk a pris le relais il y a 1 an et demi, à 2 ans, en décembre. Oui. Le 13 décembre 2011, le nouveau gouvernement a prêté serment après 8 ans de règne du PiS. Oui, et pendant cette année et demie, nous avons été témoins d'une échelle et d'une brutalité sans précédent dans l'attaque contre l'état de droit et la démocratie. Comment cela se passe-t-il? Parce que, d'après mes souvenirs, c'était le PiS et M. Kaczynski, Jarosław Kaczynski, qui étaient le plus critiqués pour avoir sapé les fondements du système judiciaire polonais. Et maintenant, il s'avère qu'en fait Donald Tusk continue simplement cet héritage. Ou qu'est-ce qui s'est exactement passé? Pouvez-vous l'expliquer un peu? Oui, bien, la principale différence entre les politiques du PiS de Kaczynski et celle du chaos de Donald Tusk est que le PiS n'a jamais dépassé cette ligne. Il a toujours opéré dans le cadre du système légal. Il a étiré les limites du système, mais n'a jamais ouvertement enfreint les règles, alors que le gouvernement de Donald Tusk a déjà, jusqu'à présent, enfreint de nombreuses règles et lois. Il peut le faire parce qu'il encadre ses actions dans un récit de restauration de la démocratie, comparant la situation en Pologne à l'Allemagne d'après-guerre, au procès de Nuremberg et à la Yougoslavie d'après-guerre. Pour tout historien, même pour une personne raisonnable qui connaît l'histoire, ces comparaisons sont un non-sens historique et une abomination morale. Le simple fait que Donald Tusk ait pris le pouvoir prouve que la Pologne n'était pas un État autocratique. Lui et ses alliés ont remporté les élections, ils ont formé le gouvernement et la transition a été pacifique et démocratique. Vous parlez dans votre rapport. Commençons par le chapitre 2 de la capture de l'État. Donc, Donald Tusk et son parti remodèlent de plus en plus l'État d'une manière qui favorise la domination de leur parti. Pourriez-vous nous dire ce qu'il a fait concernant les tribunaux constitutionnels?
Bien sûr. Il serait peut-être aussi bon de rappeler ce que le concept même de l'état de droit implique. L'état de droit est l'un des fondements de la civilisation. C'est en fait ce qui distingue les sociétés civilisées des sociétés barbares. Dans les sociétés barbares, chacun essaie de se faire justice lui-même, tandis que dans les sociétés basées sur l'état de droit, le système judiciaire est externalisé. Et c'est crucial pour la cohésion sociale. Car s'il y a une guerre d'une famille contre une autre, cela entrave le développement des sociétés. Ainsi, le concept de l'état de droit est crucial pour le développement des sociétés. Mais pour avoir un système de l'état de droit fonctionnel, le pouvoir judiciaire, etc., tout d'abord, vous devez les externaliser. La deuxième chose est que vous devez leur fournir du pouvoir, même du pouvoir physique, afin que le pouvoir judiciaire et l'état de droit soient respectés et que tout fonctionne bien. Si le système judiciaire applique la loi, il fonctionne correctement. Cependant, s'il commence à s'engager dans la politique, alors tout le tissu démocratique est sapé. C'est ce qui se passait en Pologne. Dans le système politique et constitutionnel polonais, le tribunal constitutionnel joue un rôle crucial, car il vérifie si les lois adoptées par le Parlement sont constitutionnelles, si elles sont conformes à la Constitution. Il joue donc un rôle de contrôle très important. L'administration de Tusk a accusé le tribunal constitutionnel d'être politisé et ignore simplement l'institution elle-même et ses décisions. Pourriez-vous nous donner un exemple concret? Par exemple, le tribunal constitutionnel a jugé qu'une des commissions parlementaires traitant du scandale Pegasus est inconstitutionnelle. Mais le gouvernement et le Parlement ont ignoré cette décision et la commission continue de fonctionner. C'est l'une des commissions qui a été créée pour réaliser une sorte de procès-spectacle afin de démontrer que le gouvernement PiS était autocratique et agissait en dehors des limites du système juridique. Et ce n'est qu'un des nombreux exemples où le gouvernement ignore une institution constitutionnelle. Cela peut avoir des conséquences de grande envergure, car lorsque le prochain gouvernement arrivera, il pourrait également dire « D'accord, nous allons prendre cet héritage et l'étendre encore plus loin. » Est-il juste de dire que le tribunal constitutionnel est très similaire à la Cour suprême aux États-Unis? L'organisme est chargé d'interpréter la Constitution et de vérifier les lois, mais aussi de recevoir les plaintes des citoyens concernant les actes inconstitutionnels du gouvernement. Oui, on pourrait le dire. C'est juste qu'en Pologne, nous avons deux institutions distinctes, le tribunal constitutionnel et la Cour suprême, tandis qu'aux États-Unis, les compétences sont en quelque sorte réunies en un seul organisme, en une seule institution. Donc, le fait que le gouvernement ignore effectivement une décision du tribunal constitutionnel équivaudrait dans une certaine mesure à ce que le gouvernement américain ignore une décision de la Cour suprême, si cela se produisait. Absolument. Et pourquoi n'y a-t-il pas de tollé? Je veux dire, tout d'abord, comment est-ce possible? Je suppose que c'est possible parce que le tribunal constitutionnel lui-même n'a pas de mécanisme d'application. Mais je suppose aussi qu'au niveau de l'UML, les gens ne s'en soucient pas. Parce que je me souviens à quel point le PiS a été critiqué à haute voix chaque fois qu'ils ont essayé de changer les règles du jeu concernant la nomination des juges ou de changer le nombre de juges, etc. Et tout cela, je veux dire, je n'en ai entendu parler que par vous. Vous avez soulevé plusieurs questions dans cette discussion. Nous commençons notre rapport avec la MCC par une devise, une phrase prononcée par le lauréat du prix Nobel péruvien à propos de la dictature parfaite au Mexique.
Il a dit dans les années 90 que la dictature parfaite n'est pas Cuba, mais le Mexique. Rappelons peut-être à nos téléspectateurs que le Mexique a été dirigé par un seul parti pendant 71 ans, du XXe siècle jusqu'en 2000. Et il l'a fait parce qu'il bénéficiait d'un environnement international favorable. From the 20s of the 20th century to the 2000. And it did so because it had a friendly international environment and it used a terror in a targeted and Il a utilisé la terreur de manière ciblée et limitée. Ce n'était pas comme l'Union soviétique, où des millions, des dizaines de millions de personnes ont été exécutées ou envoyées en Sibérie. Au Mexique, les élections avaient lieu. Elles étaient truquées, elles étaient corrompues, mais elles se déroulaient régulièrement et il n'y avait pas de grande campagne de terreur contre la population. Et bien sûr, ce n'est pas que cela soit une analogie précise de ce qui se passe en Pologne, mais cela en capture l'essence. Le gouvernement de Tusk utilise le système judiciaire, par exemple, le bureau du procureur national, pour cibler les opposants politiques. Et si vous utilisez la force de manière limitée, il n'y a pas de grande chance d'une énorme indignation publique parce que cela n'affecte pas beaucoup de gens. Cela affecte certains individus, un parti, peut-être un parti politique. Mais la plupart de la population, la plupart des Polonais, ne le ressentent pas vraiment eux-mêmes. C'est une chose. L'autre chose est l'environnement international amical. Comme vous l'avez mentionné, le silence de la Commission européenne est très remarquable. Il y a également eu un moment très révélateur en décembre 2023, lorsque Tusk a pris le contrôle des médias publics en utilisant la police et des entreprises de sécurité privées. Un commissaire européen chargé de l'état de droit, surprise, est venu en Pologne et lors d'une conférence de presse conjointe avec l'ambassadeur américain, ils ont félicité le gouvernement Tusk et ont en quelque sorte suggéré qu'ils ne voyaient aucun problème avec ce qui se passait. C'était donc un signe clair de soutien aux actions entreprises par la nouvelle administration. Oui, j'espère que cela répond plus ou moins à la question. Yes, I hope this more or less answers the question. It does. It's just, there's a pattern now. Il y a effectivement un schéma qui se dessine. Et ce schéma en Europe passe par le système judiciaire. Nous avons eu en Roumanie le candidat le plus populaire rendu inéligible par la justice, sans raison valable, si ce n'est que cette personne n'est pas apte à exercer ses fonctions parce qu'elle ne soutient pas les politiques clés que les juges considèrent comme essentielles. C'est un raisonnement circulaire. Nous avons maintenant en France Marine Le Pen, qui est également exclue de la course à la présidence. En Turquie, le principal opposant politique a été arrêté pour des accusations douteuses de corruption. Maintenant, en Pologne, vous avez le tribunal constitutionnel qui est ignoré d'une part, et le bureau du procureur qui est utilisé pour cibler les dissidents politiques. Je veux dire, nous assistons à une instrumentalisation de la justice à un degré très inquiétant. Des choses que l'Union européenne critiquait il y a 10 ans dans d'autres pays et critiquait les Kaczyński en Pologne pour avoir fait. Et tout cela a disparu. Comment vous l'expliquez-vous? Qu'est-ce qui fait la différence entre l'UN qui sévit contre quelqu'un ou l'humain qui laisse passer l'instrumentalisation de la justice? Quel est l'élément déterminant? La liste que vous avez mentionnée est encore plus longue. Il y a la situation en Autriche, où le chef du FPE est accusé d'avoir prétendument menti devant la commission parlementaire. En Italie, des emails ont été divulgués, des emails entre des juges qui se demandaient pourquoi Giorgia Meloni n'est pas encore poursuivie. Donc oui, vous avez tout à fait raison. Un schéma émerge en Europe où la démocratie est dirigée en utilisant le système judiciaire. Et il y a plusieurs explications à cela. Eh bien,
La principale différence entre le PiS et les Kaczynski et Tusk en Pologne en matière de politique étrangère est que Tusk pense que tout ce que font la Commission européenne et l'Union européenne est en accord avec l'intérêt national polonais. Aligns with the Polish national interest. Kaczynski has his doubts. Kaczynski a ses doutes. Et c'est l'axe du conflit, car nous assistons maintenant à la construction d'un super-État, du super-État européen. La Commission européenne, l'Allemagne et la France essaient de transformer l'Union européenne en un super-État. Cela se fait par l'extension des compétences et la gouvernance économique. Ainsi, tous ceux qui s'opposent à la construction du super-État sont attaqués par la Commission européenne en utilisant tous les outils disponibles. Et ceux qui acceptent la construction du super-État sont les bons. Et juste pour rappeler à nos téléspectateurs qui ne vivent pas en Europe, qui ne s'intéressent pas à la politique européenne, l'Union européenne est une organisation internationale, comme le Comité international olympique. L'Union européenne est une union douanière et une zone de libre-échange. La Commission européenne est une institution créée pour faciliter la gestion de ce marché libre. Donc, si vous y réfléchissez aux origines de l'Union européenne en tant que zone de libre-échange et à ce qu'elle devient maintenant, vous devez vous demander si cette organisation sert toujours son objectif. Je suis d'accord avec vous sur ce point. C'est juste que je me demande, vous savez, toutes les figures qui sont actuellement éliminées et la répression que nous voyons, la répression politique, est clairement dirigée contre la droite conservatrice. Je pense qu'il n'y a pas de, je veux dire, je suis de gauche, mais je ne peux pas fermer les yeux sur ce fait. Cependant, en écoutant votre explication, je pense que vous voyez cela davantage, non pas tant comme une question de gauche-droite, mais plutôt comme une centralisation contre une décentralisation. Est-ce juste de dire? Et pensez-vous que nous avons des exemples de politiques de gauche étouffées lorsqu'elles n'étaient pas en faveur de la centralisation? Eh bien, à mon avis, généralement les conservateurs en Europe sont ceux qui s'opposent à la centralisation. Mais nous avons aussi le Premier ministre de Slovaquie, qui n'est pas un conservateur, selon la définition classique du terme, qui ressemble plus à un socialiste classique, et il est également attaqué par l'Union européenne et ses institutions. Je pense que c'est aussi une question de pouvoir, de maintien du pouvoir. Si vous regardez les partis qui soutiennent la centralisation de l'Union européenne, ce sont bien sûr les socialistes et les sociodémocrates, mais aussi le PPE, le Parti populaire européen, les post-démocrates chrétiens, les Allemands. Oui, oui. Les gens du genre d'Angela Merkel, oui. D'accord, d'accord. Qui ont en fait abandonné leur héritage. Si vous comparez Angela Merkel à Konrad Adenauer, eh bien, la différence est évidente, n'est-ce pas? Et le troisième parti, le Parti européen qui soutient également la centralisation, est Renew, les libéraux. Donc c'est en un sens un conflit entre la gauche et la droite, mais pas seulement. La ligne de front n'est pas si évidente à mon avis. La Pologne est un exemple intéressant aussi, parce que bien sûr, les États d'Europe de l'Est ont historiquement joué un rôle si important dans la formation ou la rupture des unions sur le continent. Ils ont été les premiers à quitter l'orbite soviétique dans les années 1980. La Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, les grandes manifestations, etc. Maintenant, surtout dans l'ancienne sphère soviétique de l'Est, pensez-vous qu'il y a une mémoire de cela, d'avoir été soumis à une institution plus grande? Cela joue-t-il également dans le discours national en Pologne ou non? Is this also playing into the national discourse in Poland or not? Well, that's a very
Eh bien, c'est une question très intéressante. Bien sûr, dans un sens, les Polonais, en particulier les générations plus âgées, se souviennent encore de ce que c'était d'être soumis et d'être dans la sphère d'influence soviétique. Mais je ne pense pas qu'ils comparent les deux systèmes, car évidemment, il y a des différences entre l'Union européenne et l'Union soviétique. L'une d'elles étant que l'Union européenne agit de manière beaucoup plus civilisée. Je ne veux pas insinuer que l'Union européenne est comme l'Union soviétique. Je veux simplement suggérer que lorsque nous avons ces processus visant à regrouper les gens dans un même camp, les États d'Europe de l'Est et la Pologne ont eu une expérience différente de, disons, les Allemands de l'Ouest ou les Français qui ont fondé l'Union européenne, n'est-ce pas? Cela dit, je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que la Pologne est cruciale pour la construction du super-État européen. C'est pourquoi elle est devenue un terrain d'essai pour l'instrumentalisation du pouvoir judiciaire contre l'opposition, car elle est relativement grande. C'est l'un des plus grands pays de l'Union européenne. Elle se trouve à un endroit stratégiquement important dans l'Union européenne. On dit toujours que la Pologne est un pont entre l'Est et l'Ouest, mais c'est aussi un pont entre le Sud et le Nord. Ainsi, contrôler la Pologne est crucial pour mettre en œuvre et réaliser cette idée d'un super-État européen, qui est évidemment poussé par l'Allemagne, qui tente de tirer parti de son importance grâce à l'adhésion à l'UMAPOR. Cela a commencé déjà au début des années 2000, lorsque l'économie n'était pas si bonne en Allemagne sous Schröder, donc il a introduit certaines réformes sociales. Mais ensuite, sous Merkel, les Allemands ont réalisé que l'adhésion à l'Union européenne pouvait renforcer leur importance réelle en Europe elle-même, mais aussi dans le monde, dans les relations avec les États-Unis, par exemple. D'accord. Pourriez-vous peut-être expliquer un peu ce que vous avez appris à travers la Pologne? Parce que vous savez, la vision que nous avons en ce moment est très limitée aux affaires très médiatisées, n'est-ce pas? En Roumanie, maintenant en France, sur la façon dont ce régime actuel de répression commence à essayer de se débarrasser de ces affaires médiatisées indésirables. Mais en Pologne, dans votre rapport, vous parlez de moyens beaucoup plus petits et subtils par lesquels Donald Tusk essaie actuellement de s'assurer que la Pologne reste sur la voie de l'intégration européenne. Pouvez-vous peut-être nous donner les autres instruments qu'ils utilisent en ce moment? Vous voulez dire les instruments pour contrôler la population? De quel type d'actes s'agit-il, notamment par le biais du système judiciaire? Je veux dire, vous en avez nommé deux, comme ignorer le tribunal constitutionnel. L'autre est d'utiliser le bureau du procureur pour s'en prendre à certaines personnes et pas à d'autres. Mais vous avez aussi un sous-chapitre sur l'arbitocratie. Que voulez-vous dire par là? L'arbitocratie est une situation où vous respectez certaines décisions et en ignorez d'autres, selon vos intérêts du moment. C'est ce qui se passait également. C'était très amusant quand, juste pour donner un peu de contexte, les partis politiques en Pologne sont financés par l'État. Ils reçoivent une compensation pour les fonds qu'ils ont utilisés pendant la campagne électorale. Le PiS attend de recevoir la compensation pour les fonds qu'il a dépensés lors de la campagne électorale parlementaire il y a 2 ans. Il y a une décision de la Cour suprême selon laquelle le gouvernement devrait transférer les fonds sur le compte bancaire, mais le ministre des Finances ne le fait pas. Fond. C'est aussi très intéressant dans les bureaucraties modernes où un fonctionnaire a un immense pouvoir dans sa signature.
il est illégal de retenir ces fonds, mais en réalité, un ministre ou un fonctionnaire peut le faire simplement parce qu'il le peut, simplement parce qu'il peut retenir la signature. Et c'est l'un des exemples d'arbitocratie où un fonctionnaire du gouvernement de Tusk ne respecte pas une décision de la Cour suprême. La Cour suprême, d'ailleurs, en tant que telle, n'est pas ignorée par le gouvernement. C'est une situation un peu différente de celle que nous avons déjà discutée avec le tribunal constitutionnel. Donc, c'est l'un des exemples. L'autre exemple de la manière dont le gouvernement de Tusk détruit la structure de l'État démocratique est l'instrumentalisation des services secrets. Nous avons une agence chargée de lutter contre le terrorisme et les crimes économiques de haut niveau. Et ces personnes ont été utilisées pour arrêter d'anciens fonctionnaires, par exemple du ministère de la Justice. 2 femmes qui travaillaient auparavant au ministère de la Justice. Ce faisant, la nouvelle administration, l'administration Tusk, essaie d'intimider les gens, essaie de montrer que si vous ne vous conformez pas, ils viendront vous chercher. Et bien sûr, c'est inquiétant. Et cela détruit la structure de l'État démocratique. Ça me rappelle beaucoup ce que nous avons également vu au cours des 2 dernières années sous l'administration Biden aux États-Unis, où la devise des démocrates est que personne n'est au-dessus des lois. Tout le monde est égal, donc Donald Trump doit répondre de ses crimes et il va être poursuivi, n'est-ce pas, en temps voulu. Et comment cela doit se passer selon la loi? Mais bien sûr, il est ensuite accusé de crimes très mineurs. Vous savez, tout le scandale de l'argent pour acheter le silence. Payer pour acheter le silence n'est pas un crime. Le crime pour lequel il a été condamné était que son comptable a fait des écritures comptables d'une manière que l'État n'autorise pas, ce qui est ridicule pour poursuivre un ancien président des États-Unis, n'est-ce pas? Mais c'est ce qui s'est passé. Et en même temps, le même président accorde ensuite une garantie blanche et une grâce générale à tous les siens, y compris sa famille, y compris son fils et toutes les personnes qui travaillaient pour lui avant même qu'elles ne soient accusées de quelconque méfait. Mais il le fait simplement pour les exonérer de tout ce dont ils pourraient être accusés. Alors, est-ce le même type de mécanisme que Tusk utilise maintenant contre ses opposants politiques? Absolument. C'est exactement le même schéma. Par exemple, dans le système judiciaire polonais, le bureau du procureur peut demander au tribunal une arrestation provisoire, mais il doit fournir au tribunal des données préliminaires. Ce qu'ils font maintenant, c'est inonder les tribunaux de charges fabriquées contre une certaine personne. Et vous savez, quand le juge est confronté à une liste de charges de 50 pages, eh bien, il ou elle pourrait penser, eh bien, peut-être que je vais accepter cette demande et je vais accorder l'arrestation provisoire pour ne pas être accusé d'ignorer des preuves. Et c'est ce qui est arrivé avec les 2 dames que nous avons mentionnées auparavant. Les procureurs motivés par des raisons politiques, semble-t-il, ouvrent simplement un code pénal à une page au hasard, écrivent quelque chose dans ces demandes, puis les présentent au juge. L'autre question intéressante est que Kaczynski a été accusé de persécuter l'opposition et d'utiliser la justice comme une arme contre elle. Mais si ma mémoire est bonne, sous le gouvernement PiS, un seul responsable de l'ancien gouvernement, le premier gouvernement Tusk, a été arrêté. Et cela s'est produit parce que les Ukrainiens ont fourni à la Pologne des preuves matérielles et les Polonais ne pouvaient tout simplement pas l'ignorer. C'est donc aussi la différence entre les 2 systèmes ou entre les 2 partis. On peut dire beaucoup de choses sur le PiS, mais ils étaient assez décontractés avec leurs opposants politiques.
Alors que le gouvernement Tusk réprime l'opposition et utilise tous les moyens disponibles, il y a aussi un autre exemple. Il y a longtemps, un associé de Jarosław Kaczynski et son assistant sont morts 3 jours après avoir été interrogés par le procureur. Fait intéressant, elle a été interrogée par un procureur connu comme un activiste politique. Elle critiquait ouvertement le gouvernement PiS au cours des 8 dernières années. Pouvez-vous imaginer une situation aux États-Unis, une situation totalement hypothétique, où Donald Trump, qui n'est plus président, est interrogé par Kamala Harris, qui était procureure en Californie, en présence de Joe Biden, par exemple? Accepteriez-vous une telle situation comme légale ou même légitime? Et ça s'est produit en Pologne. Donc, je veux dire, la politisation de la justice est l'un des plus vieux trucs du livre, n'est-ce pas, pour se débarrasser des ennemis politiques. Mais ce n'est pas un signe de force. Je veux dire, l'une des raisons pour lesquelles les partis politiques veulent s'abstenir de poursuivre le gouvernement précédent lorsqu'ils prennent le pouvoir, c'est parce que vous ne voulez pas que cela vous arrive à l'avenir. Il y a 2 raisons pour lesquelles vous faites cela. A. Quand vous êtes désespéré. B. Quand vous pensez que vous êtes invincible et qu'il n'y aura pas de prochaine opposition pour venir et prendre le relais après vous, n'est-ce pas? Quelle pensez-vous être la motivation actuelle pour ces changements? Aussi en Roumanie et aussi en France, il semble que les politiciens d'opposition de haut niveau soient maintenant une cible facile pour ceux qui détiennent actuellement le pouvoir. Je pense qu'une des raisons L'une des raisons est que les gens se sont simplement habitués à ce genre de mauvais usage du système judiciaire. Ils le font parce qu'ils pensent qu'ils peuvent le faire et parce que les nations reçoivent des exemples de différents pays, comme la Pologne. Mais la motivation interne est évidemment de se débarrasser de l'opposition. La tentation de gouverner indéfiniment est probablement trop grande pour y résister. Et puis la motivation extérieure et les attentes de cette oligarchie de l'UMNM, du groupe qui détient le pouvoir, dans un état profond amorphe, un État profond européen qui essaie de construire un super-État. Donc à mon avis, ce sont les 3 principaux motifs qui poussent ceux qui abusent du système judiciaire. Je suis surtout intéressé par le 3e point que vous avez mentionné, car nous avons déjà eu un gouvernement Tusk, nous avons déjà eu un gouvernement PiS, et ils se sont comportés différemment de l'actuel, n'est-ce pas? Pensez-vous donc qu'à présent, l'évaluation du gouvernement Tusk actuel est que même s'il devait perdre le pouvoir et que PiS revenait au pouvoir à l'avenir, le parapluie protecteur, la main protectrice de l'UNBUD, serait suffisamment forte pour les protéger de PiS, qui commenceraient alors à utiliser les mêmes mécanismes qu'ils utilisent actuellement contre PiS. Et donc, vous savez, le centre de l'UNOPOMTOEMOLID tendrait même une main secourable aux intégrationnistes dans les États membres, accélérant ainsi le processus. Parce que sinon, vous ne feriez pas cela, n'est-ce pas? Si vous avez peur que cela puisse revenir en arrière, que le pendule puisse revenir en arrière, alors vous vous abstiendriez de toucher au centre de pouvoir de l'autre côté. Eh bien, je suis presque certain qu'en cas d'élection, ou dans le cas où Tusk ou son entourage perdrait les élections, il fuira le pays. Je suis presque certain de cela, parce qu'il a franchi tant de lignes et attaqué tant de personnes qu'il est presque sûr que le PiS s'en prendra à lui et à ses alliés. Donc, il fuira probablement personnellement la Pologne pour Berlin ou Bruxelles. Ce qui arrivera aux autres est difficile à dire parce que, pour peut-être répondre à l'essentiel de votre question, le changement est possible en Pologne. Je veux dire, si le PiS est capable de gagner les élections, oui, c'est possible, parce que la Pologne est polarisée, mais il y a encore le côté conservateur. La droite est encore un peu plus forte dans les sondages que le centre et la gauche, le côté libéral.
and the left, the liberal side. There is a very interesting, again, an interesting analogy. Il y a une analogie très intéressante avec l'Allemagne. On disait que la tactique de Merkel au fil des années, ou sa stratégie, était, laissez-moi me rappeler du terme exact en allemand pour cette stratégie. C'était la démobilisation asymétrique. Ça consistait à démobiliser les électeurs de l'opposition. Le parti de Merkel essayait de convaincre les électeurs du SPD et de l'AfD que la CDU-CSU gagnerait de toute façon, donc ils n'avaient pas besoin d'aller voter. C'est probablement ce que le PiS fait maintenant en Pologne, ou essaye de faire, essayer de convaincre les électeurs de Tusk que le PiS gagnera de toute façon, donc ils devraient rester chez eux. D'un autre côté, il essaye de mobiliser ses propres électeurs pour qu'ils votent lors des prochaines élections présidentielles. Et quand auront lieu les élections présidentielles? En mai, Et quelles sont les chances? Désolé, pouvez-vous me dire qui se présente à la présidence? The Tusk's candidate. le candidat Tusk est le maire de Varsovie. Il est difficile de dire quelles sont ses convictions politiques. Il était autrefois un analyste des affaires européennes très compétent et habile. Mais après être devenu de plus en plus actif politiquement, il semble qu'il ait perdu ce sens analytique, son flair. Il est donc maintenant juste un analyste européen aléatoire et un politicien libéral. Il y a un candidat PiS, Nawrocki, qui était le président de l'Institut de la mémoire nationale. C'est un historien. Et il y a aussi un troisième candidat qui peut entrer dans le second tour. C'est un conservateur libéral, Sławomir Mencen, du parti Konfederacja, le parti de droite plus conservateur que le PiS. Right-wing party, more conservative than PiS. Et en Pologne aussi, la fonction de président est plus cérémonielle qu'un véritable poste politique. N'est-ce pas? C'est comme s'il y avait certains pouvoirs. Mais ce n'est pas un président comme le président Macron en France, ou certainement pas le président des États-Unis, n'est-ce pas? Parce que c'est toujours un système parlementaire. Mais ce sera un test pour la Pologne et pour le gouvernement Tusk, n'est-ce pas? Sur combien de personnes sont d'accord avec ce qui se passe actuellement? Oui. Je ne voudrais pas entrer dans trop de détails ethnographiques sur le système politique polonais. Mais oui, le président polonais n'a pas autant de pouvoir que le président français ou américain. Cependant, il a un mandat démocratique très significatif, car il est élu lors d'élections directes. Deuxièmement, il a également l'initiative législative. Il peut proposer de nouvelles lois au Parlement, et il peut aussi opposer son veto aux lois adoptées par le Parlement. C'est très important. Donc, il détient en quelque sorte un pouvoir négatif, un pouvoir de contrôle négatif sur le gouvernement. Et si le candidat de l'opposition actuelle gagne, il est très probable que le gouvernement Tusk pourrait s'effondrer. Donc, nous verrons. Et pensez-vous que l'instrumentalisation de la justice va continuer? Ou est-ce quelque chose qui est réellement à l'ordre du jour en Pologne et qui doit être arrêté? Je veux dire, y a-t-il des partis comme le PiS ou d'autres qui parlent officiellement d'arrêter l'abus de la justice dans leur discours politique? Eh bien, si le nouveau président vient du camp de l'opposition, il est très probable qu'il s'emploiera à mettre fin à l'instrumentalisation de la justice. Et bien sûr, le parti PiS et le parti de la Confédération soulèvent cette question. Encore une fois, sans trop entrer dans la politique partisane, la justice est maintenant principalement utilisée pour attaquer l'une des factions du PiS, car, comme tout grand parti, le PiS a également différentes factions. Et la faction qui est principalement attaquée est la plus conservatrice. L'ancien ministre de la Justice, Zbigniew Ziobro, est le chef de son parti, et il est également la cible de ces attaques.
and he's the target of these attacks as well. Okay, so there's overall, D'accord. like, there's a Donc lot dans of l'ensemble, political il y a issues beaucoup de going luttes on politiques internes en Pologne en ce right moment. now. I think Je that's pense que c'est le point key clé à retenir. takeaway. But the Mais les political luttes politiques infighting sont maintenant now clairement aussi should liées au focus centre de on l'UE, the n'est-ce pas? center, right? Comme dans They qui est should soutenu par be Bruxelles et qui ne l'est pas, supported by et donc qui peut se Brussels, pencher but davantage par la fenêtre et qui ne le peut pas. therefore can lean further out of the window and can't. Absolutely, absolutely. Absolument, absolument. Le silence de la Commission européenne est très révélateur dans cette situation. Et comme nous l'avons déjà mentionné avec les mots de Mario Vargas Llosa, l'environnement international amical, l'absence de cet ostracisme est très important pour maintenir le pouvoir et repousser les limites. Et l'administration de Tusk fait exactement cela. And Tusk's administration is doing exactly that. Interesting, you know, how the loudest C'est intéressant, vous savez, comment le silence le plus bruyant peut être le meilleur entremetteur, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, Arthur, vos observations sont très appréciées. Merci beaucoup. Je vais y faire un lien. Je vais essayer d'avoir le rapport également dans la description pour que les gens puissent le lire. Et si les gens veulent lire plus de vous, où devraient-ils aller? If people want to read more from you, where should they go? Well, the report is published on the MCC. Eh bien, le rapport est publié sur le site web de MCC Bruxelles. Ils font un excellent travail d'ailleurs. Si nos téléspectateurs souhaitent lire une véritable analyse de ce qui se passe dans l'UNOPERD, sur le plan politique, culturel et social, c'est l'endroit où aller. J'écris également pour le European Conservative. To go, and I also write for the European Conservative. European Conservative. Conservateurs européens et MCC. Tout le monde devrait découvrir Arthur Siekhanowicz là-bas. Et je tiens à vous remercier beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Much for your time today. Thank you very much. Merci beaucoup, Pascal. I'm honored and Je suis honoré et flatté d'apparaître sur votre chaîne. on your channel. Merci.